Alors, on se retrouve maintenant avec l'arrière de la mouche, avec un hameçon. J'ai un shank ici, et maintenant on est rendu à attacher la portion arrière de la mouche à l'hameçon qui va être à l'avant de la mouche. L'hameçon que j'utilise pour l'avant est un petit peu plus long que le premier que j'ai utilisé. C'est un Gamakatsu B10S numéro 50. Donc la hampe est un peu plus longue que l'autre. Mais ça va être balancé, le poids est relativement semblable, puis ça va bien aller. Maintenant, le lien que je vais faire entre cet hameçon-là et le reste de ma mouche est très important parce qu'il peut y avoir de la bonne traction dessus. Donc, je vais prendre encore une fois mon Big Fly comme fil. Un sous-corps de fil toujours très important parce que tout ce qu'on attache sur l'hameçon va avoir de l'emprise sur le fil. Si on l'attache direct sur le fer, ça va glisser. Maintenant, il y a différentes façons de faire une ligature entre cet hameçon-là et ce qui suit pour la mouche. On peut utiliser encore du fil d'acier. Moi, j'aime moins ça parce que quand on pêche avec des grosses mouches comme ça, puis qui ont quand même un certain poids, le fil d'acier, il travaille. Quand la mouche se déplie, quand on fouette dans les airs, surtout quand on arrive au bout, puis que la mouche arrive dans un sens, puis qu'elle repart dans l'autre sens, et qu'elle plie, puis qu'elle snap, qu'elle fouette en même temps, c'est très très difficile pour les ligatures de la mouche. Puis je me suis rendu compte en utilisant différents wires d'acier que ça dure un certain temps, mais qu'à un moment donné, à force de cogner toujours à la même place, le fil de fer se fragilise, puis ça m'est déjà arrivé en me prenant dans le fond, d'essayer de déprendre ma mouche, puis finalement, elle casse en deux. Donc, si j'avais pris un gros poisson, j'aurais pu avoir un bris. Quand la mouche est fraîchement faite et qu'elle n'a pas beaucoup pêché, c'est très rare que ça puisse arriver, mais plus ça vieillit, plus c'est risqué. Donc, pour éviter d'avoir ce problème-là, ce que je fais, c'est que je prends un bout de shank. Vous voyez ici que j'ai plié en 90 degrés. Je vais enfiler le reste de ma mouche dans le shank ici. Et je vais attacher mon fil pour venir sécuriser ça ici. Et après, je vais venir l'ajouter par-dessus mon hameçon. Et le 90 que vous voyez là, c'est justement pour pouvoir le replier par-dessus les tours de fil que je vais avoir fait au préalable, puis venir sécuriser ça avec toutes les tours de fil. Donc, on va y aller étape par étape. Premièrement, j'ai placé mon hameçon dans mon étau, j'ai fait des tours de fil pour me faire un fond de fil sur l'hameçon. Je reviens à l'avant, puis je me fais un nœud de ligature parce que je veux carrément enlever mon hameçon. Je ne le veux pas pour l'instant parce que là, ce que je veux faire, c'est que je veux aller installer ça sur le reste de ma mouche et le sécuriser avec le fil, comme c'est un shank normal dans le fond. Donc, je prends le reste de ma mouche, j'ai enfilé le shank comme ça, je le place dans mon étau comme si je faisais un shank normal. Puis là, vous voyez les élastiques que je vous parlais tantôt, là, l'utilité. Ça vient tirer mon hameçon vers l'arrière, j'ai rien dans les jambes. Je prends mon Big Fly. Et là, ces tours de fil-là sont très importants parce que c'est eux qui vont garder mon œillet fermé ici. Donc, j'ai fait quelques tours de fil. En fait, j'en ai 3 épaisseurs. Clouc, clouc, puis je suis revenu en arrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma colle. Voyons.
Je vais mettre un peu de dubbing. Vous voyez que je roule tout ça dans le colle, c'est voulu. Là, quand j'arrive au bout, on va faire quelques tours par-dessus mon shank. Je vais sécuriser avec un nœud temporaire. Par la suite, vous voyez, tout ça se tient parce que mon nœud temporaire va tenir mon fil en place. Alors là, ce que je fais, c'est que je m'en viens placer mon hameçon. Vous voyez que je me place dans un angle qui va monter en haut ici de mon ressort pour retenir mon matériel que j'ajoute sur ma mouche. Comme ça, ben, je ne serai pas embêté par ça. Ça passe par-dessus. Maintenant, je viens placer, et c'est important que l'œillet soit vraiment à la verticale pour que ma mouche demeure droite. Et là, je vais venir attacher ce shank-là sur la hampe de mon hameçon. Vous comprendrez que les tours de fil que je suis en train de faire, là, c'est ce qui va retenir ce shank-là au reste de ma mouche. Donc, si je regarde, c'est bien droit c'est en ligne avec mon hameçon. C'est vraiment important que ça soit solide parce que ça va retenir. Si je suis accroché juste sur l'hameçon d'arrière, ça a beaucoup de tension, donc ça doit être résistant. Alors, un bon 2 épaisseurs de fil, bien enroulé, bien serré. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier mon shank vers mon hameçon. Avec une paire de pinces, je vais venir l'écraser comme il faut pour vraiment qu'il soit collé sur l'hameçon. Goutte de colle, ça c'est très important d'avoir une bonne quantité de colle. C'est vraiment ce qui va sécuriser le tout et qui va garantir la solidité à long terme de cette portion-là de la mouche. Que je vous ai pas dit tantôt, quand j'ai pris ma paire de pinces et que je suis venu écraser, je coupe mon fil. Donc, c'est important de refaire des bons tours de fil serrés par-dessus pour venir le sécuriser. J'avais mis de la colle auparavant. Là, j'ai tout poigné ça dans la colle. Quand ça va sécher, ça va être solide. Maintenant, on est rendu sur le devant de la mouche. Tout ce qui va me rester à faire tantôt, ça va être de rajouter un shank sur lequel je vais faire ma tête. Donc là, je suis rendu à l'étape où je dois construire l'équivalent de ce que j'ai fait à l'arrière, c'est-à-dire craft fur, du chevreuil et mes plumes que j'ai attachées sur le tubing que j'ai mis tantôt de 1/4 de pouce. Bien, les prochaines plumes qui vont être attachées vont être directement sur le tubing de la tête. Donc sur le shank que je vais rajouter ici, une tête de 1/2 pouce, plus grosse que le petit que j'ai mis ici, pour garder la forme profilée. Donc, sur l'hameçon qui est ici,
je dois ajouter peut-être à la moitié de la hampe de l'hameçon du Craft Olive comme j'ai mis sur la portion arrière et du Craft couleur sable en dessous. Ça va être à la moitié. Et à l'avant ici, je vais faire une bonne touffe de chevreuil renversée, plus longue que celle que j'ai faite en arrière pour aller chercher un plus gros volume sur le devant de la mouche. Et là, par la suite, une fois que ça va être fait, il va me rester à venir ajouter mon shank pour ma tête. Et puis, on va enchaîner avec la tête par la suite. Donc, pour me rendre à peu près à la moitié de la hampe de mon hameçon, mais je vais revenir vers l'arrière et je vais rajouter du dubbing. Une autre petite couche de colle pour sécuriser le fil que j'ai placé par-dessus le shank que j'ai replié tantôt. Donc, ça va nous donner encore une touche de solidité. C'est tellement long, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais c'est long de monter ces mouches-là. Fait qu'on veut pas en avoir une qui se déglingue en plein milieu qu'on pêche. Surtout pas quand on est sur un poisson. Le nombre d'heures qu'on met là-dedans. Ça va à peine en prendre un peu plus quand on la monte. Puis que ça soit solide, puis que ça tienne le coup. Si vous remarquez, la technique de dubbing est un petit peu moins cute que quand on fait des corps de sèche ou de nymphe pour la truite. On veut quelque chose qui a du volume, donc que ce soit grossier, c'est pas un problème. J'aime beaucoup travailler avec ce matériel-là. C'est très user-friendly. Ça s'utilise bien, puis ça a vraiment une belle brillance. Ce que j'ai pas fait sur cette mouche-là, mais que je fais des fois, sur le shank qui est libre ici, là, j'aurais pu installer un rattle, un petit tube avec des billes pour faire du son. J'utilise aussi souvent des petits grelots. Tu as ça au magasin du dollar, des choses comme ça. J'en mets des fois quelques-uns le long de ma mouche. Je peux pas jurer que ça fait une énorme différence puis que ça permet de prendre plus de poissons, mais ce que je peux affirmer, c'est que ça ne nuit pas parce que j'en ai pris beaucoup avec des mouches qui avaient ça. Moi, je suis convaincu que ça amène une onde sonore différente de ce qu'il y a habituellement sur les leurres. Et je suis convaincu que ça a un effet bénéfique. Donc, j'en mets. Mais s'il n'y en a pas sur notre mouche, il y a moyen de se prendre une petite attache, une petite agrafe, puis de mettre un grelot après, puis de venir l'accrocher dans un des œillets, quelque part dans la mouche. Ça m'arrive des fois de faire ça. Si je veux rajouter du bling-bling, j'en mets quelques-uns dedans, je peux les enlever. Quand on pêche sur du poisson qui est très pêché, puis qui est habitué à des mouches qui font du bruit, les leurres utilisées par les gens qui pêchent au spinning, ça fait beaucoup de vibrations. Puis à un moment donné, les poissons, il paraît que les muskies seraient capables de s'adapter à ça, puis d'identifier ces sons-là comme étant suspects, si vous voulez, puis d'éviter d'aller attaquer des leurres qui ont ce type de son-là. Thomas Guyard aime bien pêcher avec des mouches qui n'ont aucun rattle dessus. Moi, j'aime ça, mettre des vibrations sur mes mouches. Fait que là, j'en ai pas mis, mais ça arrive régulièrement que j'en fais. Puis quand je fais des têtes d'imitation de soccer, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer plus tard. À l'intérieur de la tête, j'en mets du bling-bling, puis ça en fait du bruit.
Donc, j'y vais avec une autre pincée de Craft Fur Olive sur le dos. Dans la partie arrière de la mouche, je voulais pas trop dépasser la queue. Là, ici, d'avoir une touffe qui embarque par-dessus la section qui suit, c'est pas un problème. Donc, je vais y aller vraiment, je vais l'attacher pour que la pleine longueur soit utilisée. Donc, encore une fois, pour ce qui est d'en dessous, vu que je suis à la moitié de la hampe de mon hameçon et que je ne veux pas rajouter rien de rigide sous mon hameçon pour pas nuire à mon gap, dans le fond de mon hameçon, je vais mettre à la base ici de ma touffe une goutte de colle comme j'ai fait tantôt, mais juste sur la portion en haut, pas sur la portion en bas. Donc je le peins, je l'écarte et à la base, je vais aller mettre ma goutte de colle pour lui donner vraiment du volume vers le haut. Quand je mets des gouttes de colle comme ça, j'hésite pas à m'assurer que j'ai un lien de colle entre les poils que je veux soutenir et mon corps. Sinon, ça peut bouger et ça va avoir tendance à s'effriter. Mais quand je mets une bonne base de colle qui lie le corps et la touffe de poils, là, vous voyez que ça élève, ça donne une shape un petit peu plus gouffre. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre du dubbing. Et à l'avant ici, je vais me faire une bonne tête renversée de chevreuil.
Puis après ça, il va nous rester à faire la tête. Vous voyez que le corps est un petit peu plus gouffre à ce niveau-là. C'est tout à fait logique avec la shape qu'on veut donner à la mouche. Donc c'est important de se laisser suffisamment de place, un bon huitième de pouce pour être capable d'attacher d'une façon aisée notre touffe de chevreuil. Alors, comme j'ai fait tantôt pour ma portion arrière, je vais prendre un mix de olive pâle puis de tanne pour le dessous. Puis je vais prendre mon plus foncé, mon olive plus foncé pour le dos. Là, vu que je veux une mouche qui est un petit peu plus coffrée dans cette portion-là, ben, je vais prendre un petit peu plus de chevreuil. Je vais mettre une densité un petit peu plus élevée que ce que j'avais à l'arrière. Vu que j'utilise un mélange de deux couleurs de poils différents, ben, je suis en train de les étendre sur ma table un peu pour être capable d'y mixer correctement.
Alors quand je fais ça, j'essaye de m'assurer que tout le poil est réparti uniformément sur tout le tour de la hampe de l'hameçon. J'aime bien couper l'excédent en arrière, mais c'est totalement une question d'esthétique, là. Et là, vu que tantôt j'ai mis du brillant à l'arrière, ben, je peux en mettre ici à l'avant. Je pourrais le mettre aussi dans ma tête dans la prochaine étape. Je fais ma ligature. Encore une fois, en temps normal, j'aurais gardé de l'espace entre la fin de ma touffe de chevreuil et mon œillet pour pouvoir utiliser mon fil pour rabattre mon chevreuil vers l'arrière. Comme j'utilise la colle, ben, j'ai pas besoin de cet espace-là, fait que j'ai collé mes fibres à l'avant sur l'œillet. Bonne goutte de colle. Par la suite, encore une fois, je prends mon tube de stylo. Dans le fond, là, ce qui est important, une fois qu'on l'a tourné et qu'il est bien réparti tout le long, c'est vraiment de le rabattre vers l'arrière puis de casser un peu les poils pour leur donner la forme qu'on veut qu'ils aient. Une fois que c'est fait, ben là, comme on a fait tout à l'heure, on va appliquer de la colle.
leur donner l'angle qu'on veut leur donner. Donc je m'assure qu'il y ait une bonne épaisseur tout le tour, de la même largeur. Alors le corps de la mouche est fait. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est la tête, sur laquelle on va rattacher les plumes qui vont venir compléter le profil de la mouche. Vous regardez la tête, là, ce que ça... Ben, en fait, c'est pas la tête, là, mais c'est l'extrémité de l'hameçon, deuxième hameçon du corps. Donc on voit qu'avec la colle, on a pu donner l'angle qu'on voulait. Maintenant, je prends mon dernier shank. Vire les tout à l'envers. Pince l'œillet. Mon élastique ou une pince peut venir aider à garder tout ça vers l'arrière.
Comme à l'habitude, la première étape, c'est de sécuriser le shank pour qu'il demeure fermé, peu importe la tension qu'on va appliquer dessus lors d'un combat. Sécurise avec de la colle. Pour ce qui est de la tête, le principe, ça va ressembler à ce qu'on a fait à la mi-corps, c'est-à-dire qu'on va utiliser encore une fois du tubing. Cette fois-là, au lieu d'utiliser du 1/4 de pouce, je prends du 1/2. J'aurais pu prendre du 5/8 de pouce. Puis mes plus grosses têtes, je les fais avec du 3/4 de pouce. J'en ai déjà fait avec du plus gros que ça, du 1 pouce, mais ça fait des têtes vraiment volumineuses. C'est difficile, c'est plus difficile à lancer, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'était surtout que quand je voulais faire des strips très accélérés puis donner de la vitesse à ma mouche, il y avait tellement de friction dans l'eau que c'était difficile de lui donner de la vitesse. Puis quand je faisais mes figures en 8, la friction était tellement importante que ça ralentissait la vitesse de mes figures en 8. Je n'étais pas capable de faire accélérer ma mouche. Le type de ma canne n'était pas capable de faire tourner puis virer la mouche assez vite. Donc, par expérience, je vous dirais que des têtes avec du tubing entre 1/2, 3/4 de pouce, c'est pas mal la grosseur idéale. Plus gros que ça, ça se fait, je l'ai fait, là, mais c'est pas l'idéal. Donc ici, j'ai du 1/2. Perso, j'aurais préféré d'avoir du 5/8, juste un petit peu plus. Mais je sais très bien que ça fonctionne super bien avec ça, avec cette grosseur-là. Donc, c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, le principe est le même que tantôt. Il va falloir qu'on détermine une longueur. Voyez-vous, ici, le bout il a été chauffé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais pour éviter que s'effiloche. Donc, je l'entre vers l'intérieur, puis je vais... Vous ne le voyez pas, là, mais c'est doublé à peu près jusqu'ici, là. Donc, c'est ce que j'ai de besoin pour me faire une tête qui va être peut-être 3/4 de pouce maximum de longueur. C'est avec essai-erreur à un moment donné que vous allez voir à l'œil jusqu'où il faut que vous alliez quand vous coupez vos morceaux. Puis là, une fois que j'ai coupé, ce que je fais immédiatement, avec le briquet, je vais chauffer un petit peu pour empêcher que ça s'effiloche quand je relâche. Parce que si ça s'effiloche, des fois, ça s'effiloche tellement qu'on ne peut plus l'utiliser. Puis le bout que je laisse dans mon sac, avant de le ranger, un petit coup de briquet. Comme ça, je sais que lors de la prochaine utilisation, ben, ça ne s'effilochera pas, je ne perdrai pas un bout de mon tubing pour rien. Là, ce qui va être important, tout à l'heure, quand on avait posé le tubing à l'arrière, on l'avait posé jusque près de l'œillet. On n'avait rien à mettre en avant. Là, il va falloir qu'on se garde un bon 1/8 de pouce à l'avant parce qu'il va falloir qu'on attache du craft fuel qu'on va rabattre par-dessus la tête pour donner vraiment une belle forme de tête. Ça se fait des têtes juste en tubing. Moi, je préfère les recouvrir de craft fuel puis de finir ça avec de la colle pour donner vraiment une belle shape, un peu comme la tête que vous avez ici, là.
Donc ici, le Craft Fury, il continue. Là. Il a été attaché à l'avant du tubing, puis il a été rabattu vers l'arrière. Ça donne vraiment... On peut jouer avec les colorations, on peut donner des strates de différentes teintes. Donc, comme j'ai fait tantôt, je vais retirer la portion que j'ai rentrée vers l'intérieur, je vais la retirer un peu vers l'arrière, parce que c'est la première que je vais attacher. Puis là, pour faire une belle job, ça prend vraiment le gros fil, le Big Fly. Un fil qui est résistant. Je fais quelques tours pour que ça soit bien solide. J'embarque le reste par-dessus. Là, je vais rabattre pour venir vérifier. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais on voit des taux de fil à l'avant ici. On voit qu'on a un espace pour être capable de rajouter ce qu'on veut rajouter. Donc, c'est bien comme ça. Je peux ramener ça vers l'avant. Bon, tantôt, j'ai mis mon brillant derrière ma touffe de chevreuil. Je vous avais dit que j'aurais pu la mettre au niveau de la tête. Ben ici, je pourrais attacher du cristal flash ou du flash à bout, n'importe quoi qui brille. Je le laisserai pendre vers l'avant. Puis quand on va ramener la tête vers l'arrière, ça se recoucherait puis ça prendrait la forme de la mouche. J'ai déjà mon brillant installé. Donc moi, ça me convient comme ça, j'en rajouterai pas. Alors là, ce qu'on a à faire finalement, c'est de faire une ligature. Quand on travaille avec le Big Fly, le gros fil, c'est pas rare des fois que ça prend idéalement deux ligatures, deux nœuds qu'on va faire sur la tête au lieu juste d'une fois. Des fois, on fait 4-5 tours, mais ce fil-là, vu qu'il est plus gros, il peut glisser un peu plus. Fait que des fois, j'en fais deux, un par-dessus l'autre. Ça sécurise encore mieux. La colle, comme toujours, à toutes les étapes. Et là, on va faire comme tantôt. On va aller se chercher des plumes qu'on va venir installer sur nos 10 heures, 2 heures, 4 à 8 heures comme on a fait tantôt. J'ai encore mon aiguille que je vais planter dans le bout ici. Et que je vais ressortir un peu plus loin. Maintenant, je vais aller sélectionner mes plumes. Je prends ma selle et là, je vais prendre des plumes qui vont avoir une base plus large et qui vont être plus longues pour aller rejoindre un peu les autres qui sont à l'arrière. Pas jusqu'au bout, mais pour que ça arrive, voyez-vous ici, j'en ai une qui va jusque là, peut-être à la moitié de l'autre plume. Ça serait un bon gauge. Alors, j'en ai sélectionné une de ce côté-là. Elle tourne comme ça. Je vais aller en sélectionner une de la même taille de l'autre côté qui va tourner dans le sens opposé.
Dépendamment de l'endroit dans lequel on va chercher la plume va avoir une shape différente. Si on va dans le fond, dans le bout, les plumes sont très larges de la base jusqu'au bout. Si on les prend plus sur les extrémités, les plumes sont plus longues puis plus filées. Ça va être important d'essayer de sélectionner deux plumes qui vont avoir grosso modo la même shape, la même structure. Bon, encore là, c'est vraiment un souci esthétique. C'est pas l'efficacité de la mouche qui va être en cause. C'est le plaisir du pêcheur qui regarde sa mouche avant de l'attacher. Donc, moi, je les mets une à côté de l'autre dans la cape de plumes pour vraiment les voir si elles feraient un bon mix, une à côté de l'autre. Alors là, je les place une vis-à-vis l'autre, ventre contre ventre. Là, je les place pour qu'il y ait exactement la même longueur. Puis une fois que ça c'est fait, je détermine la longueur que je veux pour mes plumes. Puis je vais aller couper les deux plumes exactement à la même longueur. Je vais aller faire le même type de sélection sur l'autre selle qui est plus de couleur tan. Ça faisait quelques années que je la regardais, cette selle de plume-là, puis je me décidais pas à l'acheter, puis finalement, je me suis décidé, puis je pense pas mal une des premières fois que je l'utilise. Même longueur. Coupe. Donc, la première plume qui est face à moi, je veux qu'elle courbe vers le bas. Je la tourne comme ça vers l'avant. Solares Extra Thin. Bonne goutte sur mon coton. On gèle ça.
En passant, quand vous mettez votre colle, faites pas l'erreur d'aller mettre de la colle sur le bord de la plume qui est juste qui sort du cône ici. Parce que quand on met de la colle là, ça fait une couche mince qui vient juste sur le bord du rachis, puis ça devient coupant. Puis à un moment donné, quand la plume elle force un petit peu, ben elle casse. Alors que là, on met une goutte juste sur le gros bout de la plume, le coton de la plume, si vous voulez, là. Puis à cet endroit-là, la plume, elle pliera pas. Donc, elle ne pourra pas casser comme ça peut arriver si on met de la colle juste sur le bord de la tête. Tourne ça de bord, les plumes se placent. Toujours bien prendre soin de vérifier que les plumes sont bien ancrées. On tire un peu dessus pour voir si notre moton de colle qu'on a mis en dessous tient. Parce que des fois, ça arrive que ça ne tient pas. Et une fois qu'on a vérifié que c'était correct, il n'y a pas de problème après. Tout ce qui va nous rester à faire, mais c'est une partie qui demande un certain temps quand même, ça va être d'aller attacher sur le devant ici du craft fur qu'on va rabattre vers l'extérieur puis qu'on va recouvrir de colle. Donc j'arrête cette portion-là pour l'instant, puis on va reprendre la dernière étape dans le prochain vidéo.